Bonjour Nathalie, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans The Talent Podcast sur un sujet qui, je pense, va être passionnant pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui puisque ça va probablement venir bousculer pas mal d'idées qu'on a autour du sujet du coaching. Donc merci déjà d'être venue. Écoute, avec plaisir, vraiment. Et j'ai envie de démarrer l'épisode pas tout de suite dans le vif du sujet. J'aimerais savoir ce que tu acceptes de nous confier sur toi que les gens ne savent pas. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai pris des cours d'arabe. C'est vrai? Ouais. Quand j'étais à l'université, je devais avoir 21, 22 ans. Et j'étais passionnée. Moi, je suis passionnée par les langues, par tout ce qui est communiquer, toucher les gens. Et je trouvais la musique arabe particulièrement intéressante. Et donc, j'ai voulu étudier une langue très différente. Super. Et donc, j'ai étudié l'arabe, voilà. Et alors, qu'est-ce qui t'en reste aujourd'hui? Pas beaucoup, malheureusement, mais j'avais gagné une bourse d'études en plus. J'étais allée en Tunisie pendant 2 mois, en 87. Mais voilà, donc non, pas beaucoup. Mais je savais lire et écrire quand même, hein, mais bon, des petites paroles, bonjour, etc. Mais bon, j'apprenais l'arabe classique, donc c'est pas beaucoup parlé, sauf dans les pays vraiment du Moyen-Orient. Ouais. Bon, les langues, c'est toujours passionnant. Aujourd'hui, du coup, tu exerces ton métier de coach en français, en anglais, dans les deux langues? Dans les 2 langues. Ok, ouais. Et c'est déjà très bien. Du coup, par rapport à ce sujet-là, avant de rentrer vraiment dans un sujet très pointu, j'aimerais avoir ton avis sur pourquoi est-ce que les entreprises devraient s'intéresser plus particulièrement au sujet du coaching de performance d'équipe. En quoi est-ce que c'est crucial aujourd'hui, à ton avis, pour les entreprises de commencer à développer leur maturité sur ce sujet-là? D'accord. Donc, déjà, on vit dans un environnement aujourd'hui qui est constamment en évolution et en changement, et on le voit là déjà avec les dernières élections américaines, etc. Enfin, tout est en constant changement. On parlait beaucoup du monde VUCA, là on parle du monde BANI, qui est brittle, qui est fragile, anxiogène, non linéaire et vraiment imprévisible et incompréhensible plutôt. Et du coup, pour pouvoir être au devant, au lieu d'être dans la réactivité, être plutôt dans la proactivité, comment est-ce qu'on peut être au devant de ce qui se passe pour vraiment avoir l'impression qu'on n'est pas des victimes, quoi, qu'on lead l'avenir et que l'avenir est entre nos mains et que peu importe les circonstances, comment est-ce qu'on peut vraiment développer je dirais une capacité de pouvoir percevoir ce qui se passe, même en amont, pour pouvoir oser, justement, peut-être ce qui aurait été inimaginable avant, parce qu'on n'est plus du tout dans un monde très fixe où le dirigeant connaît tout, doit tout savoir. On est dans un monde avec l'intelligence artificielle où le savoir est n'importe qui dans l'entreprise a accès. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, les équipes, je pense que les entreprises les plus performantes sont celles qui sont capables d'avoir des équipes qui ont développé la capacité d'être dans cette proactivité, dans cette réflexion sur qui on est, pourquoi on est là, comment on s'ajuste. Oui, on a essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné, on y va. Donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, plus que jamais, et pour moi, le coaching individuel limite, voilà, parce que on peut peut-être aider un individu, un leader à se transformer ou à voir les choses différemment, mais si l'environnement continue de les percevoir de la même manière, ça permet pas vraiment c'est comme une belle graine d'une belle rose dans un jardin plein de mauvaises herbes, ça va pas grandir. Donc c'est pour moi, c'est ça qui est important, cette optique-là. Oui. C'est regarder une vision plus systémique et puis finalement être acteur et pas juste subir finalement. Ce que j'entends aussi peut-être dans le fait d'être en anticipation, en avance et ne pas subir, c'est éviter le coaching qui vient pour résoudre des problèmes, des difficultés, éviter le coaching qui vient un peu en réparation. Oui, d'ailleurs, c'est pour moi une différence fondamentale de ce que j'ai compris moi je suis quand même canadienne d'origine québécoise, hein, donc avec une mentalité plutôt anglo-saxonne, et l'approche du côté anglo-saxon, c'est que le coaching, c'est un investissement stratégique. Alors qu'ici, c'est plutôt un outil réparateur, un outil de réparation où il y a quelque chose de brisé qu'on doit réparer. C'est pas du tout l'optique. En tout cas, c'est pas ma philosophie, et je pense que
de ce point de vue-là, ce serait du one-shot. Alors que pour moi, coaching, c'est quelque chose qui est vraiment sur la durée, quoi. C'est un vrai partenariat entre le coach et les dirigeants et l'entreprise. C'est quelque chose où on co-construit ensemble. Alors justement, je vais peut-être redémarrer un petit peu plus tôt dans l'histoire, mais est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de ce que c'est le coaching d'équipe et ce que c'est pas ? Par opposition, puisque j'entends qu'au Canada versus en France, on ne l'aborde pas forcément exactement de la même façon. Pour toi, c'est quoi les critères finalement qui parlent d'un coaching d'équipe efficace ? Bon, tu as beaucoup de questions. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ta définition ? Pour moi, coaching d'équipe, même le mot coaching est intéressant. Je me considère plus comme un sparring partner, comme un partenaire avec le dirigeant. Pour moi, le coaching d'équipe, c'est un alignement vraiment des ambitions ou des engagements des individus et du collectif ensemble, qui fait sens où à l'intérieur de collectif, chaque individu trouve sa place et sa raison d'être. Et pour moi, le coaching d'équipe, c'est comment on les libère pour qu'ils osent vraiment être, faire et, je dirais, réaliser ce qu'ils désirent vraiment. Et la plupart du temps, les équipes et les dirigeants même, ils sont tellement dedans qu'ils ne voient pas ce qu'ils désirent vraiment. Ils se contentent de ce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire, pas ce qu'ils veulent vraiment. Et du coup, ça donne une expérience on subit le truc. Et là, je rencontre des gens qui sont épuisés, qui travaillent du matin au soir et qui ont le sentiment de ne pas avoir vraiment réalisé. Alors que quand on le libère pour qu'ils osent encore plus grand, en tout cas, pour moi, c'est le genre de coaching d'équipe et d'accompagnement d'équipe qui me parle. Hein. Donc moi, je suis pas le coach d'équipe à burn-out ou à problème ou à dysfonctionnement. Je suis plutôt le coach ou le sparring partner de dirigeants et d'équipes qui ont une grosse ambition, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont compris que quand le collectif est vraiment soudé, connecté et engagé, que ça permet des performances exceptionnelles, hein, vraiment. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis, je pense que ça vaut le coup de le redire pour des personnes qui sont moins familières avec le coaching. On peut être un très bon coach dans certaines situations. Tout à fait. Et être beaucoup moins à l'aise dans d'autres. Toi, ces sujets de performance, c'est vraiment quelque chose qui t'anime. Oui. Et aujourd'hui, je le dis parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui trouvent difficile de choisir quel coach, pour quelle équipe, pour quel moment, etc. Il y a ce sujet-là en fait qui est important, c'est est-ce que tu es le coach de ce contexte, de cette demande, de cet objectif ? Exactement, je crois que c'est très important déjà. Un bon coaching, ça commence avec c'est quoi les objectifs, qu'est-ce que vous voulez vraiment, hein, je reviens avec qu'est-ce que vous désirez vraiment et c'est quoi les problématiques auxquelles vous faites face. Par exemple, si un prospect vient me voir et me dit bon, moi j'ai vraiment des questions de burn-out, je voudrais vraiment plus travailler sur les dysfonctionnements de l'équipe et qui n'a pas un désir ou un enjeu pour aller plus loin, je vais leur recommander des collègues, pas moi. Parce que je pense que je suis pas la plus qualifiée, donc premièrement, et deuxièmement, c'est pas mon envie et ni mon expertise. Donc c'est important de bien comprendre qu'est-ce qu'on veut et puis du coup de trouver le coach qui a cette envie et qui a cette expertise aussi. Hein. On a tous nos expertises très... Il faut savoir le reconnaître en fait et il faut savoir dire ça je vais le faire et puis ça en l'occurrence. Exactement. C'est pour ça que c'est très important je crois d'être en réseau aussi de coach pour bien comprendre celui-là ou celle-là, moi je pense que ce serait mieux pour vous. Et je reviens sur la terminologie que tu utilisais. Pour ceux qui ne font pas forcément la différence, sparring partner, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ? Oui, le sparring partner, pour moi, ça a été toute une question. Quand je suis venue en France et que j'ai fait partie de supervision de coach, donc ça, c'est une des conditions aussi quand vous choisissez des coachs. Je trouve que c'est très important que le coach soit supervisé pour qu'il puisse s'autoréguler, aussi se confronter à d'autres approches. Donc moi, je suis en supervision collective de journée complète depuis que je suis ici. Donc, depuis 2009, tous les mois, j'ai une journée complète avec d'autres coachs. Et c'est une pratique essentielle, mais malheureusement, tous les coachs ne le font pas forcément. Voilà. Puis moi, je l'ai fait en supervision collective parce que je m'adresse au collectif. Donc, si moi, je n'arrive pas à me voir comment moi, je suis en collectif, je vois pas comment je peux
demander aux dirigeants, aux équipes. Donc, je le vis moi-même. Donc, je trouve que c'est important de pouvoir incarner. Donc, quand je suis arrivée ici, c'était très compliqué pour moi parce que la posture, je trouve, des écoles de coaching, elle est assez puriste. C'est-à-dire, on ne dit pas quoi faire, on ne donne pas de conseils. Bon, moi, j'ai un background en vente, marketing, un MBA de McGill. J'ai travaillé avec des tas de dirigeants depuis 98, donc ça fait 27 ans que j'accompagne. Si à un moment donné, je vois quelque chose qui peut aider le dirigeant, voilà, je vais pas m'empêcher. Donc pour moi, le sparring partner, il est plus dans, je suis vraiment votre partenaire, et si je vois qu'il faut que j'amène une certaine connaissance, je le fais. Si je dois amener un truc un peu plus formation, je le fais. S'il y a quelque chose un peu plus de facilitation, voilà. Pour moi, c'est ça qui est tout mixte, mais je me colle à qu'est-ce que vous désirez vraiment. Et du coup, j'ai confiance, je dirais, dans mes capacités, après toutes ces années, d'amener ce qui sera juste au moment même où on confronte la situation. Donc, c'est ça qui est pas toujours facile aussi pour les dirigeants, parce qu'on n'arrive pas avec en tout cas moi, j'arrive pas avec une approche toute cookie cutter. Donc, excusez-moi, quelquefois j'utilise les termes anglais. Pas de problème. Mais c'est vraiment très sur mesure. Et c'est au fur et à mesure, même, il y a des moments où on aura prévu avec un dirigeant de faire telle chose dans une journée, et là je dis non, mais là c'est plus possible, il faut qu'on fasse autre chose parce que ça va pas le faire. Donc c'est ça aussi qui vient avec l'expérience et naturellement. Et qui est pas évident parce que c'est vrai, encore une fois, ça dépend des cultures du coaching, mais j'ai l'impression qu'en France, on peut aussi être rassuré par le cadre, se dire qu'est-ce que le coach à l'avance va m'expliquer de ce qui va se passer, comment, etc. Et cette notion d'adaptation, de sur-mesure dont tu parles, qui est pour moi évident, c'est-à-dire que tu vas accompagner des équipes dans la durée, tu peux pas tout prédire, tout prévoir, et donc il faut aussi que les gens soient à l'aise avec le fait que tu peux ajuster ton approche en fait. Mais à vrai dire, si je peux me permettre, et c'est drôle, hein, je pense qu'en en parlant avec toi là maintenant, mais c'est exactement ce qu'on demande aux équipes et aux dirigeants aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils doivent être dans cette écoute très fine de ce qui se passe pour dire, bon, j'avais peut-être prévu ça, mais là, est-ce que c'est encore applicable, oui ou non? Non, et je change tout de suite. Et c'est ça le coaching d'équipe, et c'est de pouvoir être dans cette agilité, mais je n'aime pas le terme agile parce qu'ils parlent tous de méthodes agiles, etc. Tous ces termes, pour moi, c'est très utile, mais ça peut limiter. Pour moi, c'est plus d'avoir cette finesse d'écoute de ce qui se passe pour voir, voilà comment je vois les choses. Est-ce que notre manière d'appréhender, de voir les choses va nous donner ce qu'on veut, oui ou non? Non, il faut changer notre manière de voir les choses. Et donc, là, il y a toute une approche sur comment on change même la manière de voir les choses, parce que la plupart du temps, on considère pas qu'on voit les choses ou qu'on perçoit les choses d'une certaine manière, on considère qu'elles sont comme ça. Et c'est là où ça nous limite. Passionnant. Je reboucle juste pour être sûre de ne pas avoir loupé quelque chose sur ma question initiale. Si une entreprise doit évaluer quels sont les critères qui permettent de parler d'un coaching efficace, donc il y a évidemment l'explication de la demande au démarrage, les objectifs. Est-ce que j'ai le bon coach pour cette demande ou pas? Quels sont les autres critères que tu mettrais pour parler de l'efficacité d'un coaching d'équipe? Bon, la première chose, il faut que le dirigeant soit totalement engagé. Et engagé, pour moi, il est clair que c'est pas un one-shot. Il est prêt à se remettre en question. Il est prêt à expérimenter des choses. Il est dans cette ouverture du champ des possibles. Et donc ça commence par cet engagement-là. Et évidemment, il faut une alliance très, très forte avec le coach. Donc, s'il n'y a pas cette alliance, ce mariage, j'ose même dire quelquefois, we're going to date a little bit, on va faire un petit peu de dating, et puis après, une fois qu'on a décidé qu'on veut aller ensemble, mais là, on y va, parce qu'on va confronter tout le passé, toutes les croyances, tout ça qui peut nous arrêter, parce qu'on est des êtres humains, on a toutes les émotions de la planète, tout le monde. Donc, il faut que ce mariage-là soit très réussi. Ensuite, il faut qu'il y ait aussi une alliance entre le ou les coachs et les membres de l'équipe. Et là où peut-être là, c'est pas toutes les équipes qui sont prêtes à le faire, mais moi j'insiste, c'est qu'il y a cet accompagnement simultané de chaque membre de l'équipe dirigeante individuellement et du dirigeant, et l'accompagnement
collectif. Et alors, est-ce que c'est le même coach qui fait tous les individuels et l'équipe? Est-ce que pour toi, c'est une possibilité? C'est une possibilité, mais là, il faut une vraie entente. Il faut vraiment voir qu'il y a on est très, très, très clair. Il faut que les règles soient très claires sur la confidentialité. Et évidemment, là, on rentre pas dans une approche de coaching pure. C'est beaucoup plus du coup d'accompagnement dans une certaine méthode. Là, on rentre pas dans un coaching de profondeur de la même manière. Mais l'idéal, c'est d'avoir des coachs, le même coach pour le dirigeant et l'équipe, et chaque membre de l'équipe, un ou deux autres coachs qui font partie de l'équipe de coach. Et donc ça, c'est très important aussi. Donc s'il y a une équipe de coach, il faut qu'il y ait cette alliance avec l'équipe de coach. Et ensuite, il faut qu'il y ait une régulation entre cette équipe, entre chaque séance collective, pour voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des thèmes, comment on s'ajuste, justement, cette régulation qui doit se faire entre les séances. C'est pareil comme ce qu'on voudrait avec une équipe, parce que vous vous rencontrez pour échanger, pour voir comment vous êtes, est-ce que vous êtes toujours on ou pas, qu'est-ce qui bloque, tout ça, c'est pareil, on doit le faire. Et donc, oui, cette régulation et aussi la supervision des coachs. Encore une fois, moi, j'insiste pour que les coachs soient supervisés indépendamment de ça. Ouais. Et quand je t'écoute, évidemment, ce que ça met en lumière, et je pense ce que se disent les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est qu'il y a du temps, en fait. Tout à fait. Il y a du temps impliqué, que ce soit le dirigeant au moment où il crée l'alliance avec le coach, donc avant le coaching de l'équipe. Tu disais, on va dater un peu, et tu me disais tout à l'heure que tu allais passer parfois une journée avec le dirigeant avant de commencer à coacher l'équipe. Ensuite, l'accompagnement individuel de chaque membre de l'équipe, la régulation des coachs entre les séances, à une époque où j'imagine que ça t'arrive aussi. On parle parfois de coaching d'équipe quand on parle de 2 jours au vert avec toute l'équipe. Comment est-ce que tu abordes cette notion du temps qui doit être investi? Ouais, mais alors là, c'est intéressant parce que moi, je refuse les one-shots. Je les prends pas. Donc, je veux pas parce que ça va pas donner les résultats. Et en plus, je trouve que c'est pas juste parce que, en tout cas, dans mon domaine, j'ouvre vraiment le champ des possibles et je leur donne les clés pour vraiment oser faire les choses différemment. Si on les accompagne pas après, ça va créer l'effet inverse. Donc, je préfère leur dire, si vous voulez pas faire cet investissement, vaut mieux pas y aller. Donc, moi, c'est mon point de vue. Hein. Donc, et aussi, j'ai vu que ça donnait pas les résultats quand on fait du one shot. Donc, ensuite, moi, je parle de ROI. Très bien. C'est quoi le retour sur investissement? Vous allez investir du temps. Vous allez investir de l'argent, et c'est beaucoup de temps, d'argent. Maintenant, est-ce que, quand on calcule, est-ce que ça va vraiment vous rapporter plus, pas seulement l'objectif que vous voulez pour cette année, les 2-3 prochaines années, mais plus parce que vous allez avoir créé un mouvement qui va ensuite s'infuser dans toute l'organisation. Donc, moi, je leur demande, c'est quoi les résultats concrets, à quoi on va voir qu'il y a eu une vraie transformation et que l'accompagnement d'équipe, donc on vient de finir les Olympiques. Pour moi, je considère que je suis un coach d'athlète olympique. Hein. Ouais, pour moi, un parallèle très intéressant avec le sport quand on s'en est parlé. Qu'est-ce que tu peux faire comme rapprochement avec l'entreprise? Pour moi, c'est ça la différence quand je disais tout à l'heure le coaching correctif versus l'investissement stratégique. C'est que je considère que les athlètes, il n'y a pas un athlète qui était aux Olympiques, il n'y a pas un coach. Même, ils ont des équipes de coachs, que ce soit un sport individuel ou un sport collectif. Et on continue. Et on continue. Ben oui, ils ne pourraient même pas imaginer. Et si on regarde aujourd'hui les dirigeants, parlons juste que les dirigeants pour l'instant, ils ont des objectifs, ils ont des concurrents, ils doivent gagner contre les concurrents. L'environnement change tout le temps, ils doivent pouvoir s'adapter, être à l'écoute, etc. Donc tout ça, c'est des conditions. Pour moi, c'est des athlètes. Hein. Et d'ailleurs, il faut les aider à être en forme physiquement, spirituellement ou mentalement, émotionnellement. Donc on travaille sur tous les angles, mais surtout quand on leur demande de plus en plus. Pour moi, ils sont obligés de continuer de se transformer, donc de continuer à développer les muscles, entre guillemets. Hein, donc, pour moi, c'est la même analogie. C'est pour ça que, par exemple, j'ai des amis coachs au Canada
qui coachent les mêmes dirigeants depuis 20 ans. Ah oui. Et c'est intéressant parce que pour le coup, Depuis en 20 France, ans, tous les mois. effectivement, t'attends un début, une fin, idéalement pas une trop grande durée, et même coacher tous les dirigeants, c'est pas toujours quelque chose d'évident. Ça paraît être une dépense, là où finalement tu le présentes vraiment comme un investissement, et un investissement nécessaire. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut qu'ils puissent le vivre et l'expérimenter pour voir l'impact. Mais pour moi, c'est pour ça que c'est important de parler de ROI, parce que le business fonctionne comme ça. Donc, si on voit, parce que quand j'ai une équipe là, de dirigeants qui font aller 200, 300, 400 000 euros par an et que j'ai une équipe de 10, je me dis, bon, là, j'ai 4 millions de salaire. Si on calcule à la minute, ça fait beaucoup. Donc, il faut déjà que ça a un impact, mais il faut que ça ait un impact concret sur les résultats. Et dans les résultats d'affaires et dans les manières de travailler, de collaborer, voilà. Donc, c'est ça pour moi qui devient important. Donc, et bon, je relève avec un plaisir certain le fait que tu dises qu'un séminaire d'un jour ou deux n'est pas un coaching d'équipe et que finalement, vouloir mettre autant de pression et d'attente sur un coaching sur lequel tu n'investis pas en termes de temps, de création de liens, etc., c'est aussi mettre de la pression sur l'équipe qui ne va pas être soutenue derrière pour mettre en place des choses. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup en termes d'attente placée sur du coaching. C'est très rapide, voir des résultats en 2 jours, etc. Et des fois, l'attente, elle est un peu difficile à gérer. J'aimerais que tu puisses, pour illustrer, nous partager un exemple d'équipe que tu as coaché et de ROI que tu as pu mesurer dans la durée. Très bien. Donc, je peux t'en donner plusieurs. Après, tu me diras ce que tu veux, ce que tu veux pas. Il y en a un, c'était une équipe dans un service client. La responsable, il devait avoir 2500 salariés, pas loin de 10 000 partenaires extérieurs, une très grosse entreprise. Et on lui demandait de couper les coûts quand même drastiquement. Et quand on parle à des gens en service client, on va couper les coûts. Et leur première réaction, c'est la qualité va descendre. Pour eux, c'était la réalité. Si on coupe les coûts, moi, je peux pas assurer la qualité. Alors, on pourrait dire que ça, c'est une croyance, mais qui pour eux était comme un fixe dur. Et avec cette dirigeante et son équipe, ils ont dit non, c'est en augmentant la qualité qu'on va réduire les coûts. Donc, en augmentant la qualité d'un service client, on n'a pas besoin d'appeler 3-4 fois, par exemple, quelqu'un qui va nous répondre tout de suite. Donc, ça économise. Et c'était un changement très différent de la manière de percevoir cet avenir. Et donc, après 2 ans d'accompagnement, donc pour une idée, accompagner la dirigeante tous les mois. À l'époque, c'était on passait une journée complète avec cette dirigeante tous les mois. Ok, une journée par mois. Avec 2 coachs. Ensuite, on accompagnait l'équipe une journée par mois. Chaque membre de l'équipe, 2 heures. Individuel, on avait fait un gros investissement, c'était une équipe de dizaines de personnes, 9, 10. Ensuite, on avait travaillé avec les top 50 de la boîte, les ambassadeurs, tous les 2 mois. Ensuite, on a fait des séminaires avec les top 350. On a fait, c'était un gros truc, un gros coaching d'organisation. Donc, c'est pas toujours le cas, faut pas prendre peur, comme on dit. C'est ce que je vais dire. Mais après 2 ans quand même, la satisfaction client a augmenté de plus de 20%, qui était déjà bien. La satisfaction des salariés a augmenté de plus de 20% dans un contexte de coupure sociale. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi ? Ça m'échappe, là. Peut-être faudrait que je revoie tous les chiffres. Mais en tout cas, vraiment, beaucoup de promotions aussi internes, des gens qu'on n'aurait jamais pu voir leur talent. On les voyait pas. On est chez Authentique Talent. Donc, ça s'est révélé. Il y a des talents qui se sont révélés qui étaient inconnus. Donc, voilà un exemple. Super. Est-ce que tu pourrais, alors j'imagine que 2 ans d'accompagnement, on pourrait avoir du mal à le résumer en 5 points clés, mais est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments qui ont guidé ton accompagnement ? Comment ça s'est passé ? Quelle méthodologie ? Est-ce qu'il y a eu des passages clés pour toi dans cet accompagnement pendant ces 2 années ? Oui, mais déjà, il y a eu la première rencontre avec la dirigeante. Tu l'as dit tout à l'heure. Moi, je fais du dating, c'est-à-dire je veux pas m'engager sur un accompagnement si je suis pas convaincue que le dirigeant ou la dirigeante est totalement engagé et qu'on a vraiment créé cette alliance et qu'il y a cette confiance
que oui, on va y aller parce que comme je suis dans un contexte qu'on appelle la performance et le leadership disruptif, donc tout ce qui est le breakthrough, donc ça demande vraiment beaucoup de courage et ça demande une confiance totale avec son coach. En passant, c'est pas tous les coachings d'équipe, hein. Il y a des coachings d'équipe qui sont pas dans cette optique. Donc là, je veux pas dire que si on fait un coaching d'équipe d'une demi-journée à tous les trimestres, c'est pas bon, c'est pas la question. C'est qu'en tout cas, dans mon contexte, ça c'est pas suffisant. Donc pour moi. Donc après ça, on a fait 3 jours avec l'équipe. Il y avait du coaching individuel, etc. Donc tu me parles des moments clés. Bah c'est quand ils ont finalement, je dirais, quand la dirigeante hésitait à un moment donné à savoir est-ce que je veux vraiment aller jusqu'au bout. Puis il y a eu un moment où elle hésitait et on n'arrivait pas à finaliser cette mission. Le jour où elle a dit c'est bon, je suis là, je suis à plein, tout s'est ouvert. Et donc là, en une demi-journée, ce qu'on essayait depuis 2-3 séances, on n'arrivait pas à boucler. Ben ça a été un moment charnière, un moment clé qui a pivoté le truc. C'est pour ça que le dirigeant doit être vraiment engagé et ancré. Voilà, je sais pas si je te donne d'autres exemples. Et puis bon, après, quand on a pris les 50 et qu'il y avait quelque chose dans leur appropriation et le déploiement, ça a permis énormément de pouvoir. Parce que là, c'est un peu comme si on donnait le pouvoir aussi à la base, parce que aussi cette dirigeante croyait beaucoup à ce qu'on appelle la pyramide inversée. Donc vraiment, la base, c'est eux qui font. Hein. Donc est-ce que cette vision est claire? Est-ce qu'elle a été co-construite avec l'équipe dirigeante pour qu'ils se l'approprient eux-mêmes et qu'ils trouvent leur place? Et ensuite, le comment, il faut être dans l'ouverture. Peut-être que ce ne sera pas comme on l'avait imaginé, mais si on donne le pouvoir à ceux qui font, de pouvoir essayer des choses, quitte à même pas toujours réussir, mais voilà, c'est OK, on y va, on essaye, on essaie autre chose. En termes d'exemples, je sais que tu en as plein à me citer. Ce qui m'intéresse, parce que tu as fait le lien tout à l'heure avec les athlètes, est-ce qu'il t'est arrivé d'accompagner une équipe où tu t'es dit que potentiellement chaque personne individuellement était la bonne pour l'équipe, mais où vraiment tous ensemble n'amenaient pas de performance collective? C'est-à-dire quand je les ai pris au début? Oui, bien sûr. J'ai travaillé beaucoup avec des experts. J'ai eu la chance de travailler avec de très grands experts qui ont des brevets mondiaux dans leur domaine de compétences, dans la science et en recherche et innovation, et où j'ai eu une équipe qui avait vécu quand même assez de trauma parce qu'ils avaient eu 3 dirigeants, dont 2 qui avaient tout défait et qui faisaient l'un l'opposé à l'autre, donc ils étaient un peu perdus. Et quand ce 3e dirigeant a pris en main et que j'ai commencé à l'accompagner avec son équipe, donc j'avais un groupe avec les plus grands experts mondiaux dans leur domaine. Certains, par exemple, biologistes contre chimistes, pas toujours sur la même longueur d'onde, et très en silo. Et ils avaient énormément de projets, donc il n'y avait rien, et chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait. Voilà, moi, je suis la star, un petit peu dans cette optique. Ouais. Et donc, ils ont créé ensemble qui ils voulaient être en tant qu'équipe. C'était quoi qui les animait? Comment est-ce qu'ils voulaient que l'organisation les perçoive? Et donc, en changeant ça et en s'alignant sur, c'est quoi du coup notre projet? Qu'est-ce qu'on a envie? Ils ont commencé à penser que peut-être on devrait s'écouter davantage. Et aussi, le dirigeant a dit, par exemple, on a 150 projets, on va tomber à 50. Alors là, ils n'ont pas le choix, ils ont été obligés de voir comment ils travaillaient ensemble, mais ils l'ont fait parce qu'ils avaient déjà cette confiance aussi qu'ils avaient réussi à établir et à travailler. Donc, on a travaillé beaucoup cette écoute des uns et des autres, apprécier que l'autre, il a peut-être une vision totalement différente de la mienne, mais elle est aussi valide que la mienne, et est-ce que je peux m'ouvrir à entendre quelque chose qui est très différent? Donc voilà un petit peu, comment ça s'est fait. Et alors, vous êtes arrivé à quel résultat, si on devait encore une fois parler de ROI? Ouais, écoute, ils ont réussi déjà à réduire justement ce portfolio de projets alors qu'ils n'y arrivaient jamais. Donc déjà, c'est un exemple concret. Et ils ont commencé à livrer des innovations alors qu'ils n'étaient pas du tout attendus. Des innovations qui étaient assez phénoménales. Et là, j'en profite parce qu'aujourd'hui, on est le 28 janvier. Hier, je ne sais pas si vous avez vu sur les marchés financiers avec DeepSeek,
qui a finalement balayé Nvidia de 600 milliards de capitalisation en entrant avec cette nouvelle application en intelligence artificielle. Et moi, je me suis beaucoup intéressée et ils ont investi apparemment 5,6 millions pour ça versus des milliards pour leurs concurrents. Et donc, c'est intéressant. Et contrairement à Silicon Valley qui ont fermé, on peut pas comprendre d'où viennent leurs algorithmes, etc. Ça a été très secret. Eux, ils ont tout mis sur open source. Donc, c'est dans cette ouverture de l'open development, dans cette capacité à s'ouvrir, ben ça, c'est une capacité d'être qu'il faut développer. Hein. C'est pas évident pour tout le monde parce que ça travaille un peu contre notre propre intuition qui dirait vaut mieux que je protège parce que sinon on va me piquer le truc. Eh ben non. C'est-à-dire que ça fonctionne beaucoup mieux quand on ouvre, et c'est ce qui s'est passé avec les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, parce que la collaboration permet beaucoup plus d'innovation finalement. Alors que si on se concentre juste sur son petit soi, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi, de s'ouvrir comme ça et d'oser. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Moi, j'étais assez impressionnée de voir, ça. Ça, c'est un ROI très concret. C'est clair, non, c'est un super exemple. Je reviens sur la notion de performance, puisqu'on comprend que c'est vraiment ton leitmotiv. Oui. Tu parles de performance durable, performance ressentie. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que tu mets derrière ? Oui, tout à fait. Alors déjà, quand on parle de performance, la plupart des entreprises pensent efficacité. Si on regarde même la définition de performance dans le dictionnaire, ça revient à un truc, on a été assez efficace, hein, c'est du côté efficacité. Et l'entreprise parle beaucoup de faire beaucoup plus avec moins, etc. Donc on est à cette recherche de l'efficacité, voire de l'efficience. Ce n'est pas ce que moi je veux dire par performance. Je crois que c'est pas durable et c'est très limitant. Pour moi, la performance, c'est une co-création qui émerge dans la connexion des individus avec eux-mêmes, c'est-à-dire pourquoi j'existe, pourquoi je suis là, ça me permet de mieux m'ancrer, et la connexion du coup aux autres, aux enjeux de l'entreprise et aux enjeux du monde. Et quand les gens sont tous très en lien et je dirais sans avoir, puisque tu sais qui tu es, t'as pas de problème à accepter et à être intéressé par l'autre. Tu vas pas te faire déstabiliser. Et puisque tu es connecté à l'autre, quand on est connecté, on a envie de faire des choses qu'on n'a pas envie quand on est déconnecté. Donc, dans cette connexion-là, d'ailleurs, c'est le nom de mon cabinet, hein, connexion type pour transformation, innovation, performance. Parce que pour moi, tout part de là. C'est-à-dire, et d'ailleurs, je cherche où il y a des déconnexions, mais pas parce que c'est quelque chose de mauvais, mais pour reconnecter. Parce que dès que la connexion est là, c'est comme un fil électrique, c'est comme l'interrupteur. Tu appuies sur l'interrupteur et la lumière allume. C'est vraiment comme ça. Et donc, je sais pas, là, je pense que je suis un peu perdue dans ma réponse. Tu me demandais la performance. Donc, pour moi, c'est vraiment cette co-création qui émerge de cette connexion des individus entre eux pour oser imaginer, avec beaucoup de créativité, avec beaucoup d'audace, imaginer et réaliser quelque chose qui est au-delà de ce qui est prévisible. Alors, il y aura peut-être un lien avec cette notion de connexion, mais tu nous as cité plusieurs exemples de coaching d'équipe qui ont eu un résultat satisfaisant à la hauteur des objectifs, etc. Est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter un exemple de coaching d'équipe qui a été moins une réussite et nous donner quelques clés pour le comprendre ? Ah oui, tout à fait. Ça m'est arrivé une fois il y a très longtemps et depuis, j'ai changé pas mal de protocoles. On est très connecté avec le dirigeant en tant que coach. On était une équipe de coach. Hein. C'était un truc avec très gros enjeux. Et par contre, le dirigeant et les membres de son équipe, la confiance, elle n'était pas là. Donc, si le lien et la confiance entre les membres de l'équipe et le dirigeant n'est pas là, les consultants ou les coachs ou les sparring partners arrivent, c'est très difficile de faire quoi que ce soit parce qu'on n'a pas cette alliance. Donc, très important. Donc, une des choses que moi je fais, c'est que avant de commencer un coaching d'équipe, j'insiste pour avoir des entretiens individuels avec chaque membre de l'équipe pour bien comprendre les liens qu'ils ont les uns les autres et aussi les liens qu'ils ont avec le dirigeant.
bon, ça permet plusieurs choses. Ça me permet de voir est-ce qu'il y a vraiment un dysfonctionnement majeur, ce à quoi je vais dire, on va pas aller plus loin parce que je veux pas. C'est pas juste pour l'équipe et pour le dirigeant. Ça m'est pas arrivé, par contre, après, parce que je me suis assurée. Bon, il y a des choses où c'est plus ou moins, mais tu sais que tu vas pouvoir y arriver. Donc ça, c'était vraiment très, très, très important. Donc là, moi, avant que je fasse un coaching d'équipe, je passe la journée avec le dirigeant, je crée cette alliance, je travaille avec j'interviewe les membres de l'équipe. Ça me permet de mieux comprendre leurs enjeux et aussi de comprendre est-ce qu'il y a des liens, pas de liens, des choses. Donc quand j'arrive dans le séminaire, moi, j'ai déjà cette connaissance. Bon, il y a quelques coachs qui pensent que ça pourrait trop influencer le coach. Dans mon cas, je trouve que ça crée un lien et c'est un peu, it's a warm call. C'est pas, on s'est déjà un peu fait un peu dating, ce qui fait que là, c'est un petit peu mieux pour décider d'aller plus loin. Ouais, c'était vraiment ça pour moi qui avait été Donc le manque de confiance de l'équipe vis-à-vis de leur... Ouais. Et entre eux aussi. Donc, s'il y a un peu de manque de confiance entre eux, mais qu'il y a une confiance au dirigeant, ça, c'est bon. Mais s'il n'y a pas la confiance avec le dirigeant, ça, c'est pas possible. Donc, ça m'est arrivé une fois où j'avais fait justement des entretiens et j'ai vu que c'était pas encore tout à fait ça. Donc, j'ai dit au dirigeant, on peut pas avancer avec l'équipe maintenant, faites-moi confiance, on va travailler ensemble. Donc, j'ai fait du coaching, du coup, de leadership de ce dirigeant et je crois que ça a pris 6 ou 8 mois avant qu'on commence avec l'équipe. Et du coup, ça a été... c'était pas évident quand même, parce que l'équipe, c'était pas l'équipe de rêve du coup. Mais il y a eu des possibilités qui n'auraient pas du tout été possibles en début. Non, okay. ça aurait été pas possible. Mais du coup, ce serait effectivement un bon point à retenir, de se dire, lance-toi dans un coaching d'équipe à partir du moment où il y a quand même déjà, à minima, un petit peu de confiance. Oui, et aussi, l'équipe, tu vas pas la changer dans 3 mois, quoi. Donc, ça aussi. Donc, quand je rencontre des gens qui me disent, là, on a les 3/4 de l'équipe, dans le mois prochain, j'en change un, dans 2 mois, j'en change un autre, je dis, on commencera dans 6 mois, quoi. On commencera quand vous aurez l'équipe. Bon, ça veut pas dire qu'on peut pas inclure de nouvelles personnes. D'ailleurs, ça, c'est très important. Comment on fait l'onboarding des nouvelles personnes pour qu'ils aient l'impression qu'ils ont été là depuis le début. Oui, surtout que même si ton but n'est pas de changer l'équipe au démarrage, ça arrive. Non, ça arrive, évidemment. Donc ça fait partie aussi des clés de réussite, parce qu'il faut que ça prenne au-delà du dirigeant. Là où c'est plus compliqué pour quelque chose de durable, c'est quand le dirigeant part en cours de mission. Donc, si le dirigeant change, admettons que ça fait, 6 mois, 9 mois, 1 an qu'on est avec eux et que c'est une mission qui pourrait durer, 2-3 ans, si le dirigeant part après un an, l'équipe est capable d'avoir quelque chose de solide, mais souvent, le nouveau dirigeant a envie de changer les choses. Oui. Donc, comment est-ce que justement l'équipe est une démonstration de pouvoir s'adapter très facilement? Donc ça permet à l'autre dirigeant qui veut peut-être l'autre voulait aller à gauche, celui-là veut aller à droite, une très bonne équipe qui a été vraiment bien formée n'aura pas de problème à aller à droite. C'est ça le secret. C'est comment on crée des capacités d'être, c'est pas très beau en français, mais alignable, d'être dans cette volonté de s'aligner. Et s'aligner ne veut pas dire que je ne m'exprime pas si je suis pas d'accord. Il y a tout un univers de l'alignement qui est, pour moi, d'une richesse incroyable. Voilà. Passionnant. Une des questions que je me pose, et il m'en reste 2-3 max, je vois que l'heure tourne, donc il va falloir que je réduise mes questions. Quelle est l'erreur la plus fréquente que tu vois dans la façon dont les organisations abordent ce sujet de coaching? Je crois que l'erreur la plus fréquente, c'est le one-shot. On veut tout en 2 heures. Ça m'est arrivé une fois où on m'a dit, est-ce que vous pourriez parler avec tous ces gens qui sont responsables de comptes mondiaux d'une très, très, très grosse boîte, et puis en 2 heures de speech, vous allez les transformer. J'ai fait non. Non, je vais pas. À peine, je vais pouvoir les inspirer, mais savoir quelque chose et le faire, c'est 2 choses. Savoir perdre du poids et le faire, c'est 2 choses. La connaissance, c'est vraiment pour moi, on dit en anglais le booby prize. Quand vous allez dans une fête foraine et que vous jouez au jeu, là, et que vous voulez la grosse peluche, mais vous gagnez le petit truc. On appelle ça le booby prize. La connaissance, pour moi, le savoir, c'est le booby prize.
La peluche, c'est cette capacité à être dans le monde des possibles, à remettre les choses en cause, mais pas inutilement. Juste en ce moment, le contexte a changé. Comment est-ce que ça fait sens ce que je fais, oui ou non? Si ça fait pas sens, mais est-ce que je change quelque chose, etc. Voilà. Quelle serait une action concrète, alors sans que ça révolutionne tout, mais une action concrète que demain, les gens qui nous écoutent aujourd'hui pourraient mettre en place pour améliorer la performance de leurs équipes? Tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas encore mis en place d'action sur ces sujets de performance collective, qu'est-ce que tu aurais envie de leur recommander? Déjà, tout simplement, est-ce qu'il y a une vision claire, partagée? Déjà, tout simplement. Et est-ce qu'elle est claire? Déjà, échanger là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Tout simplement, dans un échange. Déjà, ça, c'est une action. Une autre action peut être dire, moi, en tant que dirigeant, je vais me former, je vais voir comment moi, je peux m'ouvrir davantage, pour pouvoir créer plus de collaboration. Si je considère que c'est pas tout à fait comme je veux, ça, c'est une autre action. Tout dépend. Ça peut être aussi bien des petites actions. Moi, j'aime bien les petites actions un peu différentes qui, par exemple, un truc tout bête, hein. On commence les réunions à l'heure, c'est-à-dire style 9h, 9h30. Là, tu dis, on va commencer à 9h03. Un petit truc qui change, un petit... Ouais, oui, mais c'est parce que c'est ces petites choses-là qui vont nous sortir du business as usual et d'amener un petit clin d'œil, quoi. Quelque chose de très simple. Mais aussi des séances de feedback, mais plus de régulation. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qu'on a envie de changer? Mais dans cette ouverture, quoi. Avant-dernière question, ce serait quoi la différence culturelle qui te marque le plus autour du sujet du coaching d'équipe? Oui, je l'ai abordé un peu plus tôt tout à l'heure. Vraiment, le côté anglo-saxon est beaucoup plus c'est un investissement stratégique, c'est très important. Je vois pas beaucoup, il y a beaucoup d'entreprises au Canada et aux États-Unis qui sont, le coaching pour eux, ça fait partie de la stratégie. Versus ici, pour moi, ça reste encore un outil plutôt correctif. On voit cette chose-là, on va prendre un coach pour travailler ce truc-là. C'est pas très holistique. Voilà, c'est ça que je dirais que c'est la différence un peu culturelle. Amérique du Nord, c'est avoir un coach pour 20 ans, c'est OK, c'est tout à fait normal, accepté. Oui, pourquoi pas? Parce qu'on continue d'avoir des résultats, par contre. On ne va pas avoir un coach qui ne donne pas de valeur ajoutée. Voilà, c'est la différence culturelle. Aussi, on n'a pas de problème de garder le même coach. Ici, on dirait qu'il y a comme une peur de ça va être la pensée unique, je ne sais pas trop, alors que pour moi... Gourou. Pardon? Ou un gourou, c'est un peu la crainte ici. Ouais, c'est ça, oui. Donc, moi, je ne comprenais pas ça quand je suis venue. Pourquoi on ne veut pas... il me semble que ce serait beaucoup plus efficient si on avait quand même une approche similaire. Donc voilà une différence qui est différente, hein, et du coup voilà, ça vient de toute cette historique peut-être culturelle. Ok, passionnant. Et est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose aujourd'hui que je ne t'ai pas posée? J'en avais une en tête tout à l'heure, mais je l'ai adressée, donc ça aurait été plus à quoi tu sais que la transformation a été vraiment successful, et puis je t'aurais dit il faut regarder les ROI, quoi. Donc, voilà, je crois que pour moi, je crois aussi qu'il faut parler pour les dirigeants qui n'ont pas beaucoup de temps. Oui, je leur demande beaucoup de temps, hein, d'investissement de temps et tout, mais les enjeux sont énormes. Et quand les dirigeants sont vraiment engagés et qu'ils voient les résultats, c'est comme une spirale vertueuse. Ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et je dirais que ça prend beaucoup moins d'énergie pour avoir beaucoup plus de résultats. Donc, c'est un peu aussi cette vision de dire, le coaching égale l'effort. Hein, on pense aussi à ça. Alors que pour moi, c'est justement comment on enlève tous ces trucs, ce parasitage qui vous empêche d'aller à l'essentiel, quoi. Donc, voilà, je ne sais pas si je réponds à Oui, ta complètement. question. Et je pense que pour ceux qui ne l'ont pas vécu, en fait, pour les dirigeants qui n'ont pas encore vécu une expérience de coaching d'équipe comme celle dont tu parles, ça peut être vécu comme une contrainte, un investissement en termes de temps qui paraît vraiment très lourd, un investissement financier qui peut être très lourd par rapport à des promesses qui sont beaucoup plus light, peut-être beaucoup plus légères sur le marché. En le vivant, en fait, progressivement, faut bien se le dire, des personnes qui se font accompagner pendant des années sur un coaching de performance voient bien le bénéfice, sinon ils continueraient pas. Mais voilà, effectivement, il y a tout ce sujet
découvrir en marchant les bénéfices de l'action. Tout à fait. Merci beaucoup Nathalie, c'était passionnant. On aurait pu en dire beaucoup plus, mais je sais qu'on peut te suivre ou se référer à ton ouvrage si jamais on a envie de creuser un peu plus le sujet. Je te remercie. Merci beaucoup.